Je vais faire la première partie de Gad Elmaleh au Zénith. Et là, la RH, qui apparemment était très fan de Gad, mais qui n'était pas la RH la plus gentille, que j'embrasse aussi. Oui. Oui. Elle a dit « Ah oui, avec plaisir, il est gentil, Gad ». Et là, je me rends compte que ce gars a des fans dans tous les bureaux de là où je bosse. Et je me retrouve nos limites en termes de RTT. Salut, bienvenue dans Confidence avec, pour notre soirée pyjama aujourd'hui, un invité qui a fait de son talent principal, sa qualité principale, l'humour, un métier. Il a appris auprès des plus grands, Pascal Légitimus, Anne Romanoff ou encore Gad Elmaleh. Mon invité, c'est Laurent Barra. Salut Laurent. Hey, bonjour Eric. Merci d'être avec nous dans cette soirée pyjama. Tu as mis ton plus beau pyjama. Oui, c'est vrai. C'est un vrai pyjama. Là, tu vois, je ne veux pas sortir avec ça. Merci. Quel décor, quel accueil. Ouais. Bah, je suis... Et en plus, tu es un peu fan de l'émission. Et ça me fait vraiment plaisir. On se dit tu, hein, bien sûr. Bah, bien sûr. Je t'ai envoyé un message pour te féliciter. J'ai vu l'émission sur avec Christophe Pinard et Émile London. J'ai trouvé ça tellement bienveillant, tellement agréable. Je me suis dit, c'est incroyable. Donc je me suis dit, tu auras bien ta place toi aussi sur ce lit. On va parler de ton parcours, un peu conte de fées, qui passe par l'aéroport de Nice jusqu'aux plus grandes scènes de France, les zéniths que tu as parcourus notamment avec Gad Elmaleh et d'autres, des Olympias. Et puis ce métier qui a failli ne pas être le tien, mais qui est aujourd'hui ton quotidien. Oui. On va commencer par le commencement. Tu es né à Cannes ? Je suis né à Cannes, oui. Ouais, on présente souvent comme niçois, mais tu es cannois. Alors je suis cannois de naissance et niçois de cœur parce que j'y ai vécu à partir de 18-19 ans jusqu'à mes 35 ans et j'aime tellement cette ville. J'aime tellement chaque ruelle, j'y ai des souvenirs tellement jolis. Eh ben justement, on va aller parcourir ces souvenirs. Ouais. Dans quel genre de famille tu vas naître à Cannes, toi ? Une famille, parents qui ont divorcé quand j'avais 5 ans, mais une famille très unie, pleine d'amour, des grands-parents paternels d'origine asiatique, vietnamienne. Ouais, il y a beaucoup d'origines chez toi. Hein. Oui, c'est vrai. On est... Il y a vietnamien, réunionnais. Pieds noirs, oui. Mais une famille très aimante, des grands-parents d'origine vietnamienne très aimants, des grands-parents d'origine pieds noirs aussi. Donc, beaucoup d'amour autour de moi. On dit souvent les humoristes font ce métier parce qu'ils comblent un manque d'humour et tout. Moi, pas du tout. Ouais. Moi, manque d'amour, c'est souvent le cas. Souvent. Et tu n'en as pas manqué. Je suis désolé, je suis sur un lit, tu voulais peut-être me psychanalyser, mais il n'y a pas du tout. Moi, j'ai été très aimé, et je suis très aimé par ma mère, si elle me regarde. Et j'ai été entouré d'amour, vraiment. Alors, le sens de l'humour, il paraît que ça vient de papa. Le côté vietnamien bridé, c'est lui aussi ? Alors, je ne sais pas si moi j'ai les yeux vraiment bridés, oui. Et mon père ne les avait pas trop non plus, mais il était typé, oui, très drôle, beaucoup de vivacité d'esprit, qui aimait plein de choses, la littérature, la musique et tout, et faire marrer ses potes, beaucoup. Ouais. Et faire marrer son fils aussi. Oui. Pas toujours, mais un peu. Vous étiez très proches, et on en parlera peut-être dans le courant de l'émission, mais il t'a quitté il y a très peu de temps. Il y a très peu de temps, et voilà, et je garde vraiment les moments de rigolade et de football, puisqu'il aimait beaucoup, on aimait beaucoup, je suis désolé, Nice, on aimait beaucoup l'Olympique de Marseille. Ouais, tu vas pas te faire des amis à Nice. Écoute... Bon, quel genre d'enfant tu es à l'école ? Plutôt timide ou plutôt extraverti ? Plutôt timide, plutôt passif. Très, c'était cool le week-end, dommage, c'est lundi. Je vais te dire, moi, enfant de divorcé, j'étais quasiment tous les week-ends chez mon père. Ouais. Ma mère, j'allais dire a été, mais est toujours une mère exemplaire et qui avait beaucoup de rigueur au niveau scolaire. Ouais. Il fallait faire les devoirs et tout ça, et c'est très difficile. Et j'ai une pensée pour toutes les mamans divorcées, célibataires, qui doivent gérer des enfants. Moi, j'étais pas du tout pénible. Et c'est pour ça que tu allais le week-end chez papa, c'était plutôt copain. Moi, de mémoire, je pense que jamais mon père ne m'a demandé de faire mes devoirs, ou alors je me rappelle pas, ni assister à une réunion parents-professeurs. Moi, c'était vraiment les week-ends copains, les week-ends aventures, les week-ends foot. Et j'étais un enfant qui était partagé entre la rigueur et l'amour de ma mère et la fantaisie de mon père. J'étais souvent le père de mon père. Ouais. Mais il nous est arrivé, mon père, de venir au collège Les Mûriers à Cannes-la-Boca en disant « J'ai pas vu mon fils depuis 6 mois », un lundi, alors que je l'avais eu le week-end.
J'aimerais le voir aujourd'hui, le proviseur qui est rentré en classe, qui disait il n'a pas vu son père depuis 6 mois, il faut qu'il y aille. Et moi j'ai dit ah bon. Et tu cherchais les cours. Et on partait, on allait voir la SCAN s'entraîner. Ah oui, quand même. Ah oui. Donc ouais. Et évidemment, c'était pas vrai qu'il t'avait pas vu depuis 6 mois. Ah non, c'était vu le week-end d'avant. Ok, très bien. Bon, famille de farceurs. On va avancer un petit peu dans le temps. À l'école, tu es plutôt timide. Ah oui. Quand tu arrives au collège, tu me dis que c'est un choc. Pourquoi ? C'est un collège très particulier. C'est le collège Les Mûriers à Cannes-la-Boca. C'était, je crois, que c'est classé ZEP, zone d'éducation prioritaire. Nous, c'était par géographie qu'on était balancé dans les collèges. Donc forcément, j'habitais à Cannes-la-Boca. Donc et moi, j'étais tout petit. J'étais plus petit que les autres. Ouais, j'étais un peu réservé, un peu effrayé par ce nouveau monde. Et moi, je jouais aux billes à l'école primaire. Et je suis arrivé avec mes billes au collège Les Mûriers. C'était plus du tout ça. Il y en avait en 6e qui avait le duvet, qui avait des ciao. Oh là, c'est quoi ce truc ? La moustache, parce qu'ils avaient beaucoup redoublé, c'est ça ? Oui, certainement. Beaucoup plus grand aussi. Certainement. Et du coup, je passe un an à slalomer entre les tentatives d'agression, les bagarres. Oui, à ce point-là. Ouais, enfin, c'est le collège, quoi. Enfin, collège dans une ZEP, quand même. Hein. Ouais, mais alors... Et je garde que des potes de tout ça, même ceux avec qui ça se passait... mal. Et puis Parce que tu m'as dit quand même que tu souffrais on rasait les murs des fois. Hein. On rasait les murs. Et puis, à la fin de l'année scolaire, M. Gillet, paix à son âme, qui était le proviseur du collège et qui nous a quittés récemment aussi, a convoqué ma mère et dit, voilà, écoutez, on va vous expliquer, si on le laisse dans cette classe-là, il va aller jusqu'en 3e comme ça, mais ils vont le manger, il va se faire agresser à un moment donné. Il est trop petit, Je propose qu'on le mette en classe théâtre l'année prochaine. Donc il t'a carrément exfiltré, quoi. Ouais, j'étais exfiltré. Et ma mère dit, c'est très bien en classe théâtre. Et moi, je dis, mais je veux pas de théâtre, moi, Molière, ça, c'est pas... Et il me dit, oui, mais je pense vraiment que c'est la bonne chose. Il y a une classe théâtre, il y a 25 filles, 6 garçons. Je dis, bon, alors, on peut essayer. Okay. On peut quand même essayer. Bonne idée, finalement. Et voilà, et je tiens cet amour de la scène de ces années en classe théâtre. Ouais. On avance un peu dans le temps. Il y a une époque bénie pour toi, c'est la fac de Nice. Tu m'as dit, ça ressemblait à Hélène et les garçons, c'est ça ? Oui, c'était très édulcoré. C'était en 99-2000. On était toute une bande de copains, copains-copines en résidence étudiante. C'était génial. Ouais. On jouait à la PlayStation, on allait à des soirées étudiantes, mais pas énormément. On faisait nos soirées entre nous. Et j'ai souvenir vraiment d'une période d'innocence incroyable. Où même si la vie était là, moi j'étais veilleur de nuit pour payer mes études en partie, mais on était tellement innocents. T'as un souvenir particulier qui te vient là de cette La salle époque. du petit déjeuner des Estudines. Ça s'appelait les Estudines, c'était la résidence étudiante. Et le matin, on se retrouvait là, les copains, les copines. Et ouais, j'ai le souvenir de ça où on n'avait pas de soucis. Ouais. Les partiels, mais moi, je n'étais pas vraiment préoccupé par les partiels. Tu faisais quoi comme étude d'ailleurs ? J'étais en droit, et puis après, j'ai fait psycho. Je voulais être criminologue. Ça a bien marché, ça aussi. Ah oui, dis donc. On est loin. Mais ouais, très loin. Mais ouais, j'ai vraiment la sensation d'insouciance. Et accueilli par la ville de Nice, en plus, qui est une ville magnifique. Ouais. Tu vois, enfin... C'était où les soirées Halloween, enfin, tu vois. T'as dit un truc, tu faisais un petit job qui était veilleur de nuit. Ouais. Tu commences à t'intéresser à l'humour aussi quand t'es veilleur de nuit, parce que qu'est-ce que tu fais toutes les nuits quand tu J'écoute Rire et Chanson. J'écoute Rire et Chanson et des sketchs comme Les Inconnus, dont j'étais fan, et Les Chevaliers du Fiel, qui commencent à cette époque-là, avec Nassim Camille, à percer un peu. J'écoute Anne Romanoff. Je ne mets pas bien un nom dessus, même si je la connaissais de la classe, tout quand on était plus petit, l'émission La Classe. Mais je me dis, à 4h du matin, quand j'écoute ça, et j'ai mes cours de droit ici que je révise jamais, ou très peu, je me dis, waouh, ils sont fous, ces gens-là. Elles sont folles, ces femmes, de monter sur scène, faire rire les gens. Moi, jamais je pourrais faire ça. Je suis trop bien dans ce bâtiment, j'étais tout seul. J'étais trop bien, là. Tu surveillais quoi, là ? Je surveillais des boîtes informatiques, des trucs que je ne saurais même pas te dire, tellement que je ne comprenais rien à tout ça. C'était quoi la suite logique après les études ? La suite logique, c'est que j'aurais dû continuer les études jusqu'à Bac plus 72 pour être peut-être notaire ou avocat. Ou criminologue. Ou criminologue, sauf que je n'étais pas du tout là-dedans. Moi, ce que je voulais, c'était avoir une vie normale, un taf normal dans une entreprise et tout. Et veilleur de nuit, ça m'avait épuisé parce que la nuit, tu veilles et la journée, tu allais en cours. Et à un moment donné, je dis...
Et je ne sais pas pourquoi, j'ai une copine à l'époque, une amie qui bosse chez Adecco et qui me trouve, elle me dit, il y a un petit boulot, un petit job à l'aéroport aux consignes. Tu prendras les valises, tu les rentreras. C'est en intérim, mais tu peux gravir les échelons. Je dis, ouais, pourquoi pas. Hein. Et tu as commencé comme ça. Et j'ai commencé comme ça, avec un personnel magnifique à côté, dont je me rappelle de la grande humanité. C'était des anciennes et tout. Et puis, ils ont vu que j'étais vif, un peu jeune, et tous les supérieurs et tout. Donc, on m'a dit, on va te faire monter au bureau d'information. Donc, je suis monté au bureau d'information, le call center, et puis voilà. Et puis, je restais au centre d'appel, call center, information. J'étais l'assistant des managers aussi. C'était une période j'en garde une grande tendresse, vraiment. Et tu en gardes encore des amis aujourd'hui? Et des amis, dont Eric Servetti, qui était un de mes managers, et qui jouait dans la troupe Jetlag, une troupe de théâtre. La troupe de théâtre de l'aéroport. De l'aéroport, avec Stéphane Gasperini, qui travaillait à la commission. Je cite tout le monde, je cite tous les blazes. Et un jour, Eric me dit, pourquoi t'es drôle, toi, viens avec nous au théâtre. Et j'ai fait 2 ou 3 pièces de théâtre. Pour les employés, chaque fin d'année, on prépare une pièce. On avait des répétitions toutes les semaines. Et la troupe Jetlag existe encore. Et ils sont top, quoi. Et on te dit, envoie un DVD de ce que tu fais à Noël Pernat. À Mado la Niçoise. Ouais. Moi, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Pour monter seul, pour faire un one-man show, moi, je fais pas de one-man show. Moi, je joue avec mes copains de Jetlag, ça me suffit amplement. Et ça fait son chemin, et j'envoie... J'ai envie de me coucher chez toi. Mais tu peux. Non, mais je ne veux pas le faire. Mais tu peux t'allonger. On est vraiment bien, les nounours et tout derrière. J'espère que les spectateurs voient ça. Mais oui. Et j'envoie un DVD en forme de CV artistique. Je sais même pas ce qu'il y a dessus. Ce DVD a dû disparaître. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Parce qu'à la réflexion, tu n'étais pas forcément fier de ce que tu avais envoyé à l'époque? Je sais pas, je devais être mignonné et un peu frais et tout. Bon, ils ont dû se dire... Mais... J'envoie ce truc-là, enfin, je ne sais même pas si je l'envoie, je le mets dans la boîte aux lettres du Théâtre des Oiseaux, et une gestation après, c'est-à-dire 9 mois plus tard. Donc tu n'as pas de réponse jusqu'à 9 mois plus tard. Et on m'envoie, et je reçois un appel, oui bonjour, je suis l'assistante de Mado la Niçoise, ça serait bien de venir faire un essai au Théâtre des Oiseaux. Je dis, mais 9 mois après, ah bon? Et j'ai fait ça, je suis venu, j'ai fait pas grand-chose, j'ai imité Mado à l'époque, il m'a fait la bouffaïf, tu vois, un truc... Et elle a dit, il est bien lui. Mado la Niçoise a dit, il est bien lui, il a du potentiel. Et il faut que... Écris un spectacle. Elle m'a dit, c'est nouveau ça. Toi, tu n'avais jamais écrit jusque-là? J'avais de la vie, moi. J'avais de la vie. Et même au collège, dans la classe de théâtre, tout ça? Non, c'était... Et du coup, j'ai écrit quelques sketchs que j'ai joués chez Mado la Niçoise. Il y a eu un Prime. Elle m'a demandé de l'accompagner sur un Prime. Une émission de télé. Qui faisait la part belle aux humoristes, et ça se tournait à Nice. À l'Opéra de Nice. Et elle t'en parle pourquoi? Parce qu'elle me dit, il y aura de grands humoristes, il y aura moi, donc il y aura Jérôme Commander, Stéphane Rousseau. Et au milieu de tout ça, c'est présenté par Olivier Mine. Et au milieu de tout ça, on a besoin d'un petit trublion qui vienne perturber le truc. Mais ça doit durer 1 minute. 1 minute. Et c'était un prime time, hein, donc c'était incroyable. Il n'y avait pas encore Instagram, tout ça. Et je me retrouve et je dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et ça pourrait plus se faire aujourd'hui, ça. Je prends le casque de mon scooter, j'avais un scooter, avec un truc de sushi, et je fais le livreur de sushi, qui vient livrer des sushis à Olivier Mine. Je crois que le truc est sur YouTube, mais n'y allez pas forcément. C'est pas rendre service. Sushi avec Olivier Mine. C'est pas rendre justice ni au livreur de sushi, ni au propriétaire de scooter, ni à moi. Et ça va être ta chance pourtant. Et ça va être ma chance, parce que un mec qui est jamais devant sa télévision, parce qu'il travaille beaucoup, il a beaucoup d'idées, il n'a pas le temps d'être devant la télévision, ce soir-là, il est devant sa télévision. C'est Gilles Marsala, mon producteur. C'est un producteur de spectacle qui regarde avec intérêt, parce que lui-même est niçois. Lui-même est niçois, et il dit à sa femme, il est marrant lui. Et sa femme, qui n'était pas encore, parce qu'aujourd'hui elle travaille à Directo Production, c'est ma bookeuse, elle s'occupe de mes dates, et toi fait oui. Et Gilles fait, si, il est bon, il faut me trouver son numéro de téléphone, celui-là. Et le lendemain, au Théâtre des Oiseaux, on me dit, il y a un producteur qui a appelé. Et je dis, pardon. Et là, tu penses que c'est une blague ou... Ouais, mais non, même pas, je pense que c'est une blague. Je dis, mais pourquoi, parce qu'il t'a trouvé drôle et tout. Je dis, ah bon? Et j'appelle ce gars, et tout va très vite.
il me donne rendez-vous dans son... Non, il organise une audition pour faire la première partie de Michael Gregorio. Et au Théâtre de la Tour à Nice. Et je me retrouve à passer l'audition et je gagne cette audition-là. Et le spectacle de Michael Gregorio est reporté parce qu'il pleut, c'était en plein air. Donc je dis, voilà, j'ai raté ma chance. Et lui me dit, viens au bureau, il faut qu'on parle. Et ça, c'est un truc de 2 semaines. Hein. Et je me retrouve dans son bureau, il me dit, voilà, je te propose un contrat. Un contrat d'artiste. Un contrat d'artiste. Je dis, monsieur, moi, il n'y a pas de contrat d'artiste. J'ai un CDI à la chambre de commerce, j'ai des tickets resto, une cravate. Vous voulez tuer ma mère ou quoi? C'est pas possible. Et puis même. Et il me dit, écoute, lis-le, on mettra les clauses que tu veux dedans. Lis-le, va voir un avocat si tu veux, et reviens me voir. Je sors, en temps réel, je te le fais. Hein. Je prends le contrat, je sors, je monte sur mon scooter, je me relève du scooter, je rentre dans son bureau, je fais c'est bon signe. Ah oui, j'avais pas lu le contrat. Pas plus de réflexion que ça. J'avais pas lu le contrat. Je sais pas, il y a un truc qui est passé. Tu l'as senti. Ouais, il y a un truc qui est passé, et puis je me suis dit, et puis après tout, tu sais. Alors, tu vas garder quand même, en bon père de famille, tu disais que tu étais le père de ton père, mais on va comprendre pourquoi, tu vas quand même garder un pied dans un sabot, un pied dans un autre, puisque pendant très longtemps, tu vas conserver ton boulot à l'aéroport de Nice. Pas si longtemps que ça. Pendant 2-3 ans, quand même. Même à moins. Non, 1 an ou 2. Ouais. Mais un an. Ouais. Mais alors, ça va ressembler à quoi cette année où justement tu vas être à la fois sur scène et à l'aéroport de Nice? D'abord, quelle scène tu vas faire? Parce que Gregorio, tu l'as fait au final ou pas? Oui, je l'ai refait. J'ai eu la chance de le faire à Apt, dans le Vaucluse. Ouais. Et voilà, on ne va pas plus loin que le Vaucluse. On fait le festival d'Avignon, je pose des RTT. Je suis l'ovni de mon service. Ma chef de service me dit, tu fais du one-man show celui-là? Mais on me prend au sérieux sans vraiment me prendre au sérieux. Même s'il y a un gros prod derrière, on se dit, voilà, c'est un chouette loisir. Mais il ne faut pas trop que ça foute le bordel dans le studio, dans le roulement de l'entreprise. Dans le planning de l'aéroport. Ouais. Donc on te laisse quand même cette liberté. Ils t'ont quand même accompagné parce qu'ils sentaient qu'il y a un potentiel, mais ils gardaient ça en disant non, c'est juste pour son loisir, quoi. Ouais, c'était vraiment loisir. Après, il y avait des trucs qui commençaient à être plutôt mignons. La première partie de Roland McDan, première partie du Chevalier du Fiel, je gagne un festival. Moi, je voudrais juste qu'on fasse une parenthèse. Quand tu fais le Festival d'Avignon, pour un comédien qui veut se faire connaître, il paraît que c'est un peu l'endroit où il faut être. Ouais. Comment tu l'as vécu, toi, ton premier festival off d'Avignon? Très, très mal. Je dis souvent, j'ai pas fait l'armée, mais j'ai fait Avignon. Non, j'ai pas c'est à ce point, c'est la guerre. Très dur, c'est très dur. Je rigole pas très, très mal, mais c'est pas le truc... Ah non, avec le recul, ça laisse quand même des bons souvenirs. Mais c'est très dur. Qu'est-ce qui est dur? Tout, il faut flyer. C'est donner les petits... Flyer toute la journée, il fait 70 degrés. Du spectacle. Encore, moi je te dis, j'avais toute l'équipe directo autour de moi. Mais c'est un truc de fou. Les gens, ils viennent pas au spectacle. En plus, moi je suis arrivé, le premier festival d'Avignon, je le fais au Palace, donc le plus gros théâtre d'Avignon. Et à l'affiche, tu as Julien Courbet et tous les mecs qui ont cartonné On ne demande qu'à en rire, l'émission. Okay. Les Olivier de Benoît, les Lascarguet. Et moi, je suis là. Et eux, ils prennent des 100 personnes, de Florent Père, ils prennent 200 personnes dans la salle. Moi, je joue devant. Combien? Je joue devant. C'est déjà pas mal. Je joue devant. J'étais devant. Il est arrivé que tu sais quoi, 10 personnes, 20 personnes? Il est arrivé que j'ai 10 personnes dans la salle, dont Gilles Marsala qui me disait hey, accroche-toi. Bien sûr, quelle bonne idée. Oui, et à ce moment-là, tu dis non, je vais pas en faire un métier, c'est pas possible. À ce moment-là, je me dis ça va être dur. Ouais. Ça va pas être simple. Mais par contre, tu t'accroches. Ouais. Et tu commences à avoir l'idée de peut-être quitter l'aéroport quelques mois non, plus tard. Pas du tout. Non. Je fais jurer sur la tête de tous les ancêtres de Gilles Marsala que jamais il me posera ce deal. Écoute, je resterai toujours à l'aéroport. Hein. Ouais. C'est sûr. Hein. Il me dit oui, t'inquiète pas. Même lui, il se dit il a du potentiel, mais ça va être dur, tu vois. Alors ça va être confirmé aussi parce que tu vas faire des festivals. Ouais. T'as l'esprit de compétition, toi, ou pas du tout? Je l'ai développé avec le temps, mais et puis ça fait 11 ans que je suis là. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que les festivals, ça va t'apporter quand même une certaine confiance en toi parce que tu vas avoir souvent des premiers prix. Non, mais pas souvent, 2. En fait, 2. Ah ouais, j'ai fait 2 festivals, parce qu'il faut le S à la fin. J'ai fait 2 festivals et je les gagne les 2. Je voulais pas les faire parce que effectivement, j'ai pas cet esprit de... Je voulais pas les faire et le premier, c'est les Chevaliers du Fiel, ça s'appelle le Fiel Talent à Toulouse. Je le gagne.
Et c'était prestigieux, tu vois, il y avait des mecs comme Maroon et tout, qui ont aujourd'hui une immense carrière. Donc je suis content d'avoir fait ça. Et le Printemps du Rire en 2016, je veux absolument pas le faire non plus. Et c'est Directo qui m'inscrit, pas dans mon dos, mais au niveau du flanc quand même. Et, et je le fais. Et le premier prix, c'était le Festival d'Avignon 2016. Et va savoir qu'est-ce qui se passe encore une fois de plus, je gagne ce truc-là. Et tu refais le festival. Et je fais le festival. Et ça me... Je sais pas, peut-être que ça me sauve la vie. Parce que Pourquoi ? Moi qui étais tous les étés flanqué à Nice, sur la promenade des Anglais, c'est l'année où il y a les attentats à Nice. Ah, purée, oui. Et où je suis, moi... Le 14 juillet, je suis au Festival d'Avignon. Mais je te la mets à 100 000 % que si je ne suis pas au Festival d'Avignon, le 14 juillet, je suis sur la prom. Moi. Je suis sur la prom avec mes potes, à kiffer et tout. Donc, ouais, et moi qui n'arrivais pas à remplir, comme quoi l'être humain, j'arrivais pas à remplir le Festival d'Avignon les 14 premiers jours. Au moment où il y a les attentats sur la promenade des Anglais, les gens savent que je suis niçois, moi. Enfin, que je suis siglé humoriste niçois, je suis azuréen et tout. Du 15 juillet jusqu'à la fin du festival, je crois que c'est le 27 juillet, je suis plein tous les jours. Une forme de solidarité. Plein tous les jours, les gens rigolent même pas, ils viennent avec des maillots de l'OGC Nice et tout. Le 13 juillet, moi je joue dans ma petite salle, je ne sais même plus comment il s'appelait, il n'existe même plus ce théâtre. Je joue dans ma petite salle et il y a un petit gamin de 12 ans qui se lève, il me fait « Oh, Nice-Art !» Et il me brandit le maillot de l'OGC Nice. Je suis « Oh, trop bien, c'est magnifique, allez Nice !» Et moi j'avais mon meilleur pote qui jouait à Nice, tu vois, Jérémy Pied et tout. Et donc je suis content, je lui dis « Ah, il y a une fois qu'il vient de me voir. » Et je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il me fait « Ah bah écoute, on est venu te voir et ce soir on rentre à Nice pour le 14 juillet, on sera là pour le 14 juillet et tout. » Écoute bien, le 14 juillet, la seule personne à qui je pense à ce moment-là, c'est ce gamin, que je connaissais que de la veille, qui était... J'envoie des messages sur Facebook, je fais des trucs, si jamais et tout. Et une semaine plus tard, ce gosse revient avec ses parents me voir et me dit « T'inquiète, on est là, enfin, il nous est rien arrivé et tout. » Soulagement. Ouais, donc, tu as pensé, évidemment. J'ai pensé à ça. Ouais. Ouais. Alors, on va maintenant avancer parce qu'il y a parce que l'émission est terminée. Parce que l'émission n'est pas terminée du tout. On a encore pas mal de choses à vous dire. Ce qui va vraiment changer ta vie et devenir ton métier, le déclic. L'humour devienne ton métier, c'est Gad Elmaleh. Ouais. Comment tu vas faire les premières parties de Gad Elmaleh et comment il va être amené à te dire arrête l'aéroport? Je suis donc entre l'aéroport et puis mes petites scènes du Sud, et puis Gad Elmaleh vient rôder son je ne sais pas combienième de spectacle qui s'appelait Sans tambour. Et il arrive, il veut le rôder au Théâtre de la Cité à Nice, et il demande à la propriétaire du Théâtre de la Cité, au gérant, il lui dit « Il n'y a pas un gars ici qui peut faire ma première partie ? Parce que je ne suis pas sûr encore du nouveau show et que j'ai bien envie qu'il y ait un mec du cru qui chauffe la salle. » Et à l'époque, il n'y avait pas énormément d'humoristes comme aujourd'hui. À Nice, on était quoi, à 3 ? Il y avait Estrosi, Ciotti et moi. C'était pas beaucoup. Salut les gars. No comment. C'est ma meilleure vanne. Et le Théâtre de la Cité m'appelle. Ils lui disent, on a un gars qui s'appelle Laurent Barra, qui commence un peu à faire parler de lui et tout. Il regarde des vidéos. Il y avait des petites vidéos sur YouTube. Il dit, ouais, on le prend lui. Et je monte sur scène. Et au moment où je monte sur scène, le micro-casque tombe en panne. Donc je me dis, waouh, cool. Et j'ai une impro où je fais rire tout le monde avec sans micro. On m'amène un micro-main, je garde le micro-casque quand même, donc je joue avec 2 micros. Et ça fait rire les gens. Et quand on fait la passation, tu vois, Gad monte sur scène, il me prend dans ses bras, il me fait, on se voit après. Bravo, on se voit après. Je redescends, je regarde son spectacle, c'est en rodage, mais c'est une merveille, tu vois, vraiment. Tu dis, waouh, on joue pas du tout dans la même cour, quoi. C'est vraiment Michael Jordan. Et à la fin de son spectacle, il fend la salle comme ça, et il se barre. Et moi, après quand ? Et en fait, il est parti. J'ai dit, merde, il est parti. Et il n'est pas revenu Il n'est pas revenu me voir. Non, il est parti tout de suite. Il est monté dans la voiture de son chauffeur, ils sont partis. J'ai dit, bah voilà, je viens de rater le coche, mais c'était une bonne soirée. Et le lendemain matin... c'est super déceptif. Non. Du coup, ouais. Bon, après, j'attendais rien, moi, de ça. Tu sais, j'avais mon CDI. Ouais. Oui, tu avais ton CDI. J'avais mon CDI, mon super appart à Nice. Tout était érodé. Et puis là, j'avais vécu un moment hors du temps, tu vois, et puis qui n'était pas vraiment pour moi. C'était pas mon... Et le lendemain, son manager m'appelle, il me fait, on aimerait t'avoir au Zénith de Toulon la semaine prochaine. Je vais Zénith de Toulon. Je sais combien de personnes Zénith de Toulon. Il me fait 7000. Je fais 7000 ? Je fais 7000 ? Monsieur, je crois qu'il y a une erreur là. Je suis le Spoons là, c'est pas possible.
Et il me fait, si, ça serait bien et tout, t'as le truc, tout. Moi, j'envoie un message à Gilles qui est dans le Connecticut. Je fais, Zénith Toulon, il me fait, fonce. Je pose un RTT, je file au Zénith de Toulon. Et là, Gad me dit, tu veux qu'on t'annonce avant? Moi, j'avais jamais vu un Zénith de toute ma vie. Je n'étais jamais rentré dans un Zénith de toute ma vie. Jamais? Non. Même pas jamais en tant vu. que spectateur? Non. Moi, c'était les stades de foot, c'était pas les salles de spectacle qui me plaisaient. Et il me dit, tu veux pas qu'on t'annonce? Et moi, je voulais embêter personne. Je fais, non, vous embêtez pas pour moi, tout va bien. Et il rigole, avec son gars, il rigole. Je fais, ah bon, ça vous fait rire. Et 10 minutes avant le spectacle, je tire le rideau comme ça et je vois un mur en face de moi. T'avais 7000 personnes, ça me donnait l'impression qu'il y avait un mur. Je dis, oh. Et là, t'as le régisseur plateau qui s'appelle Jérôme, qui est devenu un ami, Jérôme Cauchy, qui m'équipe, il me fait, allez, ça va aller, tout t'inquiète, ça va se faire. Et puis, je fais, ça va le faire, mais il y a beaucoup de monde quand même. Et t'avais une musique d'ambiance. Et la musique d'ambiance s'arrête, ils éteignent la lumière. Et là, j'entends, comme au stade Vélodrome, ou au stade du Ré, où... Je vois l'erreur monumentale que j'ai fait de venir ici. J'aurais jamais dû faire ça. Pourquoi je fais ça? T'as une pression de Et là, dingue. je te jure, j'étais habillé tout en noir comme Gad. Je rentre fond de salle. Et en courant, de façon inconsciente, on m'avait dit, il y avait un tabouret sur scène. On m'a dit, touche pas juste à ce tabouret. Il est réglé à la hauteur et avec la lumière pour regarder tout. Moi, je rentre. Les gens, ouais. Et plus je m'approche des gens, plus les gens ils voient que c'est pas Gad. Et je te le jure, sur la tête de ma mère, je fais, ouais, bouh, bouh, 7000 personnes, bouh, bouh, bouh. Et je me prends une bronca de folie. Incroyable. Et là, va savoir, tu sais, est-ce que j'ai fait un petit AVC ou une rupture d'anévrisme? Paf, il y a un truc dans mon cerveau, le tabouret sur lequel je ne devais pas m'asseoir. Je m'assois et je dis, allez-y, ouh, ouh. Je fais, allez-y, vous savez. Et là, c'était pas vrai. Hier soir, on a joué chez moi à Nice, au Nicaïa. C'est pas vrai. Il y avait 7000 personnes pareilles qui m'ont sifflé. Le seul truc que j'ai entendu quand je suis rentré sur scène, c'est mon père dire à ma mère, oh putain, encore une première partie. Bouh. Là, explosion de rire. Mais c'est la première vague de rire dans un zénith de ma vie. Et je vois Gad sur le côté qui dit à son manager, voilà. Je fais mon passage, ça se passe bien. Lui, il rentre, ça se passe bien. En sortant, il me fait, on va te garder sur la tournée parce que t'as fait marrer, mais parce que t'as trouvé le truc qui va t'accompagner sur toute ma tournée. Je lui dis, c'est quoi le truc? Il me dit, ta vanne sur, on a joué à Nice chez moi, et ma mère elle a dit à mon père, putain. Il m'a dit, ça, tu les as chopés là où d'autres, première partie, n'ont pas chopé. Je dis, ah bon? Du coup, je rentre, je pourrais peut-être pas être là tout le temps parce que j'ai un boulot, moi. Il me fait, ah, on s'arrange. Je repars à Nice. On me rappelle 2 jours plus tard, Zénith de Limoges. Je fais, ça va être chaud avec la RH. Là. J'appelle, je fais allô, je vais faire la première partie de Gad Elmaleh au Zénith. Et là, tu te rends, la RH, qui apparemment était très fan de Gad, mais qui n'était pas la RH la plus gentille, que j'embrasse aussi. Oui. Oui. Elle dit, ah oui, avec plaisir, ah, il est gentil, Gad. Et là, je me rends compte que ce gars a des fans dans tous les bureaux de là où je bosse. Et je me retrouve nos limites en termes de RTT. J'avais eu j'étais à -4 et je me retrouve à +52 de RTT. Donc ça a été Limoges, c'était Lyon, ça a été tous les zéniths de France. Et tous les soirs, allez-y. Hier, on a joué chez moi à Nice. Il y a mon père qui a dit à ma mère, oh putain, encore une première partie. Et Gad fait, génial. Et voilà. Gad Elmaleh t'a enseigné une chose très importante. Quand tu reçois les premiers applaudissements, justement, de cette foule très, très nombreuse, compacte, il te dit, tu as pris du plaisir là, et ils t'ont applaudi, etc. Oublie tout. Ça, c'est quelque chose que tu n'as jamais oublié. Le plus grand souvenir de toute ma carrière, et je pense que j'irai comme ça jusqu'à la fin, c'était le Zénith de Saint-Étienne. On dit les Verts, c'est un public chaud, mais franchement, Zénith de Saint-Étienne, à la fin, c'est ma première standing ovation dans un Zénith, à la fin de la première partie. Ils se lèvent tous. Wow. Là, tu prends une claque. Mais j'ai jamais revécu un truc comme ça de ma vie. Et je sors de là, on avait 2 dates à Saint-Étienne. Je sors, wow, Gad me dit bravo et tout. Il joue son show. À la fin, il vient me voir en loge. Et il me dit, ça va? Je fais, wow, trop bien. J'ai fait une standing ovation, t'imagines, 7000 personnes et tout. Il me dit, ouais, c'était bien et tout. On va au resto. Je fais, wow, 7000 personnes sont levées et tout. Et je le dis 4-5 fois. Et à la 5e fois, il me fait, mon petit, c'est très bien, t'as pris une standing ovation. N'oublie pas que demain, on joue. Donc là, profite, tu vois, c'est bien, t'as des images et tout. Oublie ça très vite. Il est fou, lui, pourquoi j'ai oublié ma standing ovation dans un zénith? J'ai fait le 20 zénith, moi, quand même. C'est pas extraordinaire, j'aurais pu faire tout mon spectacle, si. Et il me dit, oublie ça vite. Je rentre à l'hôtel, j'appelle ma mère, standing ovation, mon père, standing ovation, standing ovation. Le lendemain, on a rejoué pareil.
je te garantis, j'ai pas eu de standing ovation. Parce que J'étais encore à la veille, moi. J'étais encore à la veille. J'étais encore à la veille. Et j'ai jamais oublié ce conseil. Okay. J'ai jamais oublié. Il me suivra jusqu'à la fin. Et c'est pas que pour la scène, c'est pour la vie. Il faut être humble. Et jamais se reposer sur ses lauriers. Et jamais se reposer, dire ouais. Et ça, c'est la vraie seule chose que GAD m'a appris, c'est ça. 2013, GAD, et puis 2015, ça c'est encore une année charnière. Tu parlais de Pascal Légitimus. Ton idole que tu écoutais à la radio, à Rire et Chanson, quand tu étais veilleur de nuit. Comment tu le rencontres et comment tu vas finir par travailler avec lui? Gilles Marsala me met deux managers parisiens pour gérer un peu ma carrière et au niveau de la presse, tout ça. Et à un moment donné, il y en a un qui me dit « T'as pas de metteur en scène, toi ?» Je dis « Non, j'ai pas de metteur en scène. » Il me dit « Moi, j'en connais un qui pourrait faire l'affaire, c'est Pascal. » Je dis « Pascal, le philosophe, il est mort. Hein. » Et Pascal, le grand frère, ça m'étonnerait aussi. Quel Pascal? Il me dit « Ah oui, c'est vrai, il me dit « Moi, je connais très bien Pascal Légitimus. » Je dis « Ah, Pascal Légitimus, t'es fou, toi. » Je sais Pascal Légitimus, il va mettre en scène moi. Enfin, il a mis en scène Ruquier, il a mis en scène Stéphane Rousseau. Enfin, tu vois, faut arrêter. Il me dit « Non, on peut toujours lui demander. » Je fais « Pascal, j'avais son poster. J'avais Chris Waddle, Basile Boli et les inconnus. Et les inconnus. Et une semaine plus tard, il rappelle, il dit « C'est bon. » J'ai été invité à manger chez lui, j'ai dormi chez lui, je connais sa femme, je connais ses gosses. Et c'était un peu son enfant. J'étais un peu son poulain. Ouais. Petit frère. Ouais, je faisais. C'est un tonton, une sorte de tonton. Je fais partie un peu de la famille Légitimus, tu vois. Ouais. Et ce qui va t'apprendre, lui, c'est. Vous avez fait 2 spectacles ensemble. Ouais. C'est d'être au plus proche de toi sur scène. C'est ça. C'est ça qui t'a appris. Hein. C'est quand tu dis qu'il a fait de la psychologie. Il m'a dit ce qui t'énerve, ce qui te réjouit, ce qui te peine, il faut que tu le dises sur scène. Ouais. Je dis ouais, mais bon, t'es marrant, toi. Il me dit non, mais c'est ça. Si t'as rien à dire, ne dis rien. Ne monte pas sur scène, ça sert absolument à rien. Si tu montes juste sur scène pour faire le rigolo avec ton gel Viveldop, petit blouson en cuir. Parce que c'est comme ça que j'étais habillé, moi, quand j'ai commencé ma carrière. J'avais un petit blouson en cuir, un petit t-shirt blanc, du gel et tout. Il m'a dit, ouais, c'est bien, mais... C'est une image. Monte sur scène. Un jour, tu feras une émission en pyjama, gars. Ouais, voilà. Et là, tu seras complètement toi. Ouais. Là, tu l'es aujourd'hui complètement toi. Ouais. D'ailleurs, tu parles énormément de ce que tu ressens. On va parler d'hypocondrie dans un instant. On va parler de l'amour après 40 ans, parce que ça, c'est un sujet qui est le thème de ton dernier spectacle. Mais juste avant, on va parler d'une dernière rencontre que tu as faite qui a un peu aussi changé ta vie. C'est celle avec Anne Roumanoff. Ouais. Que tu écoutais aussi sur les chansons quand tu étais veilleur de nuit. Il y a la classe aussi quand j'étais petit. Voilà, tu regardais la classe. Comment vous vous rencontrez? C'est sur un énorme malentendu. C'est un énorme malentendu. J'ai mon attaché de presse que je salue, qui s'appelle Oscar Mom, de l'époque, et Mathieu Clé, deux attachés de presse, qui me disent, écoute, il y a une audition pour être chroniqueur sur Europe 1 dans l'émission d'Anne Roumanoff, on aimerait que tu la passes. Je fais, les gars. Il me dit, il y a tout Paris, hein. Il y a tous les humoristes de Paris qui veulent faire ce truc-là. Chez moi, j'ai pas l'esprit de compète à ce point-là. Je vais me faire ratatiner, c'est une perte de temps. Et puis Anne Roumanoff, elle va pas kiffer ce que je fais, quoi. Il me dit, mais si, il faut y aller. On arrive à Europe 1, ouais, il y avait la queue de là jusque sur l'autoroute A8. Je dis, c'est pas possible. Et tous les gars, je les connaissais. Hein. Les gars, les filles, moi, je les connaissais. Et en fait, on nous avait demandé de préparer une chronique. Et c'était en public, en studio, avec les chroniqueurs en place et tout. Et à la fin de leur émission, ils t'intégraient et tu venais faire un papier. Et je vois tous les gars avant moi, toutes les filles qui viennent passer humoristes et qui sont ratatinés. Papam. Tu vois la tête d'Anne Roumanoff, ouais, pop. Et elle masque pas. Hein. Quand ça lui plaît pas, ça lui plaît pas. Elle essaye de faire la diplomatie, mais tu vois quand même que ça lui plaît pas. Ah, putain, moi, je sens pas du tout cette histoire-là. Et j'arrive, et j'avais une chronique bateau, je sais plus sur quoi. Et je fais la chronique et je vois, ça lui plaît, moyen. Ouais. Elle est là sans être là. Et les autres chroniqueurs, dont certains sont devenus des potes, tu vois, c'est un vestiaire de foot, quoi. Ils sont pas du tout là pour te dire bienvenue, quoi. C'est potentiellement leur place que tu veux taper. Donc c'est plutôt un... Donc il n'y a personne qui rigole. Un croche-patte qu'on va te faire. Il n'y a personne qui rigole et tout. Et je reste, parce qu'ils parlent entre eux et tout, et à un moment donné, elle fait, oui, je sais pas... Et si Didier Deschamps a fait ça? Et moi, je me suis dit, oh non, mais de toute façon, Didier ne ferait pas quelque chose de comme ça, vu que bon... Et elle fait, oh, t'es imitateur, toi? Et j'ai dit, oui.
De Didier Deschamps. Et elle me dit, tu fais qui encore? Je fais Jean Lassalle. Pourquoi je fais Jean Lassalle? Parce que Jean Lassalle, c'est le président. La France, les Français, le milieu rural. Et elle fait, banco, on arrête tout, on prend lui, il est imitateur. Et là, je suis, waouh. Et elle fait, il faudra refaire quand même une audition demain, mais imitateur, il est bon. On n'en a pas d'imitateur, hein. Non, on n'en a pas. Voilà, on en a un. Et là, je vois mon attaché de presse, Oscar, il fait, what? Et je vais le voir, il me fait, mais t'es imitateur, toi? Je fais, comme toi, quoi. De voix. Parce que même ton Didier Deschamps, il n'est pas excellent. Je fais, non, pas du tout. Vache. Quel escroc. Je rentre chez moi, je suis pas bien. Mais bon, il faut regarder un peu le bébé de show ce soir, les guignols, ça va passer, tu vois, on va se mettre des... Et là, je reçois un mail, c'est la première fois de ma vie que je reçois un mail de quelqu'un de connu, je reçois un mail d'Anne Romanoff qui me dit coucou, voilà, bienvenue, pour demain, j'aimerais que tu me prépares ta liste de tes 50 meilleures imitations. Je sais là, voilà, fin de carrière. Ça s'arrête. C'est fini, fin de carrière. On est parti sur une mensongerie qui aura duré... le lendemain, j'arrive, et elle me dit, bon, bah alors, et comment... Et je ne sais plus qu'elle me demande d'imiter, et Stéphane Bern... Oh non. Donc je fais une imitation de Laurent Gérard qui est... Et elle me fait... imite Stéphane Bern. Et elle me dit, ah bon, et elle me dit, tu sais faire qui encore? N'est-ce pas, écoutez, le vrai... Et elle me fait, waouh, mais t'es pas du tout imitateur. Je fais, je suis imitateur d'imitateur, quoi. Elle me fait Macron, tu sais le faire. Mes frères compatriotes, tu vois. Hop. Elle me dit, bon, alors, t'es pas imitateur. Et elle me dit, bah écoute, il y avait de l'idée quand même. On va faire la semaine quand même. Qu'est-ce qu'elle t'a appris, elle? Elle m'a appris à être drôle, tout simplement. Anne Romanoff, je lui dois énormément, parce que on mangeait tous les midis à la cantine d'Europe 1, et j'étais, mais je te jure, en vanne 3000. Je faisais des vannes tout le temps. Et un jour, elle me prend à part, elle me fait, viens voir. Elle me fait, pourquoi dans tes chroniques, pourquoi dans ton spectacle, qu'elle avait vu, elle était venue me voir à l'Européen, t'es pas comme à la cantine. Qu'est-ce que tu veux que je sois comme à la cantine? Elle me fait, non mais à la cantine, tu parles vrai, tu fais des fautes de prononciation, et tu t'en fous, et tout, et t'es très drôle. Pourquoi dans tes chroniques, il y a du quiche, cantange, nonobstant le fait que, on s'en fout, on sait très bien que t'es pas, t'as pas fait fac de lettres et tout, sois toi-même, et si t'es toi-même, les gens vont rigoler. Et j'ai dit, ça va être compliqué, là, tu me demandes de faire... Elle me dit, sois toi-même. Et de ce jour-là, j'ai pas le souvenir d'une fois où j'ai pas... C'est un peu prétentieux de dire ça, mais je suis devenu drôle vraiment là, tu vois. Et aujourd'hui, on va comprendre comment tu es drôle en étant au plus proche de toi-même. C'est que tu partages absolument tout avec ton public sur scène. Par exemple, moi j'ai des dossiers. Alors je ne sais pas si sur scène tu en parles, mais je crois que oui. Quand tu vas faire ta coloscopie. Oui. Non, pardon, c'est les apnées du sommeil. Je voulais t'en parler. Moi j'ai un dossier avec un docteur Roras. Ça te parle? Le docteur Roras. Il paraît que tu as un enregistrement assez compromettant de tes ronflements et de ton apnée du sommeil. Oui, non, après, il faut que les gens viennent voir le spectacle. Mais c'est vrai que quand tu fais un test du sommeil, je fais un peu d'apnée du sommeil, quand tu fais un test du sommeil, mon médecin m'a dit, voilà, mon spécialiste du sommeil m'a dit, il faut vous équiper avec une petite valise qu'il m'a filée, vous allez mettre des électrodes là, un petit boîtier ici pour capter les ronflements, les éventuelles apnées, une canule là, sous le nez, et ça, au niveau psychologique, c'est terrible, parce que tu as l'impression que tu es en phase terminale. Tu passes la nuit avec ça, et tu reviens me voir le lendemain. Et il me fait payer 170 balles pour ça. Et je vous embrasse, ce docteur Ores. Juste pour le... Ouais, juste pour le package. Comment ça allait se passer. Écoute bien, je rentre là à 21h30, parce que forcément, après 40 ans, il se passe un truc dans ton être, c'est que tous les soirs, à 21h30, tu t'endors plus, comme tu t'endormais à 20 ans avec la bouche fermée, presque mignon à regarder, moi t'es là. Le couple après 40 ans, c'est ça. Le couple après 40 ans, il faut être prêt à voir ton copain ou ta copine s'endormir en macabé. Tous les soirs. Donc elle doit vraiment m'aimer. Et je lui dis, ouais, il est 21h30, vas-y, équipe-moi. Elle m'équipe comme ça. Elle me met la canule là et tout. Elle explose de rire. Elle me dit, ouais, on dirait que t'es en phase terminale. Je fais, c'est drôle, hein, c'est drôle. Et comme je suis un mec marrant et que j'ai des potes, je prends mon téléphone, j'appelle en FaceTime mon meilleur pote. Je fais, je suis en phase terminale. Il me fait, ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Je voulais pas te le dire, mais je suis pas bien et tout. Non. Il me fait, ouais, non. Et là, je fais, non, je déconne. Je fais un test du sommeil, c'est mon toubib qui est un voleur, 170 balles, quel voleur. Ma copine derrière, ce soir, on va faire des folies. Je fais, non, c'est le docteur Jorge qui a fait des folies. Toute la nuit.
toute la nuit. Je dis, mais c'est vraiment des voleurs, 170 balles. Putain. Et la canule qui tombait à 3h du matin, je me réveille, j'ai envie de faire pipi. Elle me dit, où tu vas? Je vais aux toilettes. Attention, ta canule. Putain, il m'emmerde, ce con-là. Et je vais faire pipi. Pas un de nous deux, et pourtant on a fait des études, pas un de nous deux ne s'est dit que si ce petit boîtier pouvait enregistrer les ronflements, éventuelles apnées, pourquoi est-ce que ce boîtier n'enregistrerait pas toutes les blagues racistes, sexistes, et que j'ai fait toute la nuit sur le docteur Jorès. Le lendemain, j'arrive, je dis, voilà, docteur, je viens pour... Il me dit, ah ben voilà, je suppose que vous avez bien dormi, je suis oh, ça va. Il me dit, allez, on va écouter tout ce qui se passe. Je fais, pardon? Et là, ce petit boîtier, là, il a relayé, je suis pas technicien, il a relayé ça à une sorte de câble USB qu'il a branché sur son ordinateur. Écoute bien, de ma vie, jamais vécu un moment aussi humiliant. Il a appuyé sur play. Ah, Christophe, je vais crever. Ah, oh putain, qu'est-ce qui t'arrive? Mais non, c'est ce bâtard là, regarde, voleur de Toubib, 170 balles. Ah, c'est pas ce soir, on va faire des folies. Non, c'est le docteur Jorès qui a fait des folies. Ah, où tu vas? Je vais pisser. Blablabla. Je suis, ah, c'est un docteur éteigné, c'est un coup de ChatGPT, c'est les Chinois. Il m'a dit, vous inquiétez pas, on a l'habitude. Je suis, on a l'habitude, vous êtes marrant, vous. Voilà, donc ça, oui, c'est un moment très, très fort de... Et ça, tu peux en faire un sketch. Ça va mieux le sommeil? Ça va mieux? Pas du tout. Non, et ça ne servira pas du tout, parce que le docteur Ross m'a dit, bah, ouais, il faudra mettre un masque. Ah non, mais ça... J'ai encore un peu minimum de dignité. Mon tonton Bébert, qui a 87 ans, il a ce masque-là. Vous voyez, moi, je rentre le soir dans la chambre, et ma copine, elle est là, et moi, j'arrive avec un masque. Arrêtez. Donc voilà, elle me retrouvera bleu un matin, c'est comme ça. Ça, c'est pour la santé. Tu as parlé beaucoup de santé dans tes spectacles parce que tu es hypocondriaque. Hein, je suis conscient. On peut le dire. On va parler du dernier spectacle qui est sur l'amour après 40 ans. Donc la santé. Et la santé aussi. Mais tu as été très longtemps un célibataire endurci. Tu ne croyais pas du tout en l'amour, toi? Bah moi, mon père était un célibataire endurci, donc forcément, je voyais la vie magnifique qu'il avait, tu vois, jouer de la guitare jusqu'à point d'heure, même si je joue pas de la guitare, aller au resto, sortir quand tu veux, personne te demande rien et tout. Et puis voilà, je me suis dit, c'est ça la vie. Ouais. C'est ça la vie. Et mon père, quand il sentait qu'il m'avait toujours dit, oh non, t'as raison, mon fils, il fait comme moi, c'est très bien et tout. Et quand il a senti que lui vieillissait et tout, et qu'il savait ce que c'était de vieillir en étant seul, son discours a totalement changé. Il m'a dit, tu devrais te mettre en couple. Je dis, pardon? Il me dit, ouais, non, il faut pas être seul. C'est marrant, toi, ça fait des années que si je pouvais avoir un poster de toi. Et là, d'un seul coup, non. Il me fait, non, ouvre-toi. Et je dis, oh, il divague. Et la vie m'a mis sur le chemin de ma compagne. D'ailleurs, je sais même pas comment l'appeler, puisqu'on n'est pas mariés. Ouais, c'est ta compagne. Non, ouais. Comment compagne, ça fait coincer. Ma meuf, c'est pour les jeunes. Comment est-ce qu'on appelle la personne qui partage ta vie passé 40 ans? Mon auxiliaire de vie, voilà, auxiliaire de vie. Ça fait rêver. Ça fait 3 ans que je suis avec mon auxiliaire de vie, et oui, le couple après 40 ans, c'est une aventure. Ouais. Et tu le racontes dans ton dernier spectacle, et il y a quelque chose de très, j'allais dire, touchant dans le spectacle, c'est que tu te poses une question. Toi qui rencontres l'amour sur le tard, tu te dis, j'aurai pas d'enfant sans doute. Qui va payer l'EHPAD? Alors ça peut paraître une question dans un sketch pour faire une blague, mais en fait c'est quelque chose qui te tarabuste aujourd'hui. Qui va payer l'EHPAD? Alors après, si je suis pas trop con, bah, c'est moi, je me le mettrai de côté celui-là. Mais oui, qui va te tenir la main quand on aura besoin et tout. Après, c'est des questions qu'on peut se poser, mais j'ai cette chance incroyable, et j'ai mis du temps à m'éveiller sur la possibilité de cette chance, c'est que j'ai la bonne personne à mes côtés. Et ça n'a pas de prix. Tu peux avoir 4 enfants comme Charles Ingalls dans la petite maison à la prairie, ils partiront, ils feront leur vie, tu vois, et nous, on est une vraie équipe, tu vois, et ça, c'est génial. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais oui, ça fait 3 ans que c'est super. La vie à 2, c'est top. C'est top. Mon père s'était un peu gouré là-dessus, mais sur la fin, il a rectifié le tir. Mais oui, c'est super. Et après 40 ans, nous, on ne connaît pas l'insouciance. Tu sais, quand tu te mets en couple, à 20, 30 ans, l'insouciance. Nous, on connaît l'insouciance. Parce qu'après 40 ans, le couple, on n'a plus, par contre, la pression de tous les amis qui te disent « Alors, vous avez des projets d'avenir? C'est quoi vos projets d'avenir ?»
Nous, on va pas se mentir, nos projets d'avenir, ils sont sur Doctolib, mais podologue, ophtalmo, ostéo. Voilà. Moi, une semaine après qu'on ait emménagé ensemble, mon médecin généraliste, et tu en parlais tout à l'heure, m'a posé cette question hallucinante. Il m'a dit, Monsieur Barra, vous avez déjà fait une colo, vous? J'ai dit, oui, à 8 ans, dans le Jura. Il me dit, non, plus bas que le Jura. Je suis, ah bon, les Bouches-du-Rhône? Donc voilà, c'est plein de questions comme ça. Et on vit tout ça ensemble de façon très romantique et, j'allais dire, fraternelle et soudée. Et soudée. Et ben, en tout cas, tu en parles très bien. Et si vous avez envie d'aller voir un spectacle, vous allez rire, mais où il y aura aussi de l'émotion, eh ben, rendez-vous sur le dernier. Quel est le titre du dernier spectacle? Laurent Barra s'enchaîne. S'enchaîne, du verbe s'enchaîner, mais s'enchaîne aussi, on peut le prendre de toutes les façons. Voilà. Comme faisait Johnny Hallyday. Ah oui. Mourir d'amour enchaîné. Bien sûr, mais elle s'appelait Laura. Alors là, tiens, pardon. Oh, t'as un vrai talent d'imitateur. Oui, il y a Anne Romanoff qui me regarde. Laurent, avant de se quitter, on va regarder ensemble les questions de la table de chevet. Ah oui. On aurait pu parler de beaucoup d'autres choses avec toi, mais il faut quand même qu'on termine. Il faut qu'on se couche. Je cherche ces questions avant de se quitter. Les voici. Ta chambre, c'est un espace zen et bien rangé ou un joyeux bordel? Alors, avec l'âge et la découverte du bouddhisme, puisque ma grand-mère l'était, mon arrière-grand-mère l'était et tout, ça devient un espace beaucoup plus zen. Ça devient un espace Je veux que ce soit un espace beaucoup plus zen. C'est fini la chambre d'étudiant, quoi. Oui. Lève tôt ou couche tard? Lève tôt, couche tard. Les deux. Ouais. Enfin, couche tard. Petit dormage. Endormage 21h30 devant la télé, comme ça. Et puis après, réveillage vers 1h du mat, somnolage, mais lève tôt toujours. Okay. Toutes les villes sont magnifiques le matin. Et je ne veux pas me priver de ça, de la beauté dans un café, de travailler et tout. Le matin, c'est super. D'ailleurs, il paraît que tu as tes petites habitudes maintenant dans une rue juste en face de l'Élysée, où tu prends ton café tous les matins. Pas très loin de l'Élysée, effectivement. Dormir pour toi, indispensable ou perte de temps? Perte de temps, mais obligé. Ouais. Au réveil, tu es tendance bonne humeur communicative ou ours ricoré? Non, bonne humeur. Ouais. Bonne humeur. Avec mon auxiliaire de vie, toujours. Et pour finir, l'anecdote gênante avec ou sans ton auxiliaire de vie, on va voir, que tu n'as jamais raconté ailleurs et que tu vas nous livrer ici et maintenant. Alors, c'est pas que oui, je crois que je l'avais raconté une fois, mais c'était pas dans un cadre très aussi diffusé ici. Je participe au Fiel Talent, c'est mon premier festival à Toulouse. Et c'est le festival d'humour des Chevaliers du Fiel. Et il y a un casting de fou, il y a Haroun, il y a Stan, plein d'autres humoristes, je ne me rappelle plus qui. Et moi c'est mon premier festival et tout. Et à Toulouse, mon père habitait à Toulouse, enfin à Albi. Donc je dis à mon père, viens, vous avez des invités et tout. Et je dis, par contre, s'il te plaît, discretos, quoi. Parce que commence pas Mon père n'était pas très discret des fois. Et il me dit, bah oui, quand même. Je dis, ouais, parce que c'est chaud, là, c'est le final. Et je me retrouve en finale, donc, je crois contre Haroun. Et Haroun fait son passage. Et à l'époque, il était un peu plus stand-up qu'il ne l'est aujourd'hui. On a branché des gens et tout. Et il y avait 500 personnes dans la salle, un truc comme ça. Et il branche un mec, il était passé en premier avant moi. Et moi, j'étais en coulisses. Et il y a un mec qui branche Haroun. Il dit, ah, vous, avec votre chemise à fleurs ridicule, un truc comme ça, je sais plus. Mais gentil, parce qu'Haroun est gentil. Et il tombe sur mon père. Ah la vache. Et j'entends un silence dans la salle. Un mec qui parle, pas microté, mais cette voix me dit quelque chose. Et il bossait, mon père, dans la boîte de clim de mon cousin, qui s'appelle EcoPrest, à Toulouse. Je fais de la pub pour mon cousin. Il se lève et j'entends la voix d'un gars, mais je n'entends pas ce qu'il dit. Il parle tellement, il se lève comme ça. Il dit, moi, tu me branches sur ma chemise, mais moi, je suis le meilleur commercial de clim, machin. Et d'ailleurs, j'ai des cartes. Il jette des cartes dans toute la salle, comme ça. Haroun, comme ça. Les gens, ils font presque une standing à mon père. Et Stan vient moi, il fait, je crois que c'est ton père qui parle. Je fais, non, c'est pas vrai, ne me dis pas ça. Et je vois mon père debout, comme ça, et Haroun décontenancé. Je fais, c'est pas possible. Et il dit, en plus, je suis le père du gars contre qui t'es en finale. Je suis, ah d'accord. Donc, il dit, la vache. Moi, je passe derrière, je suis abattu, je gagne. Non, il dit pas, je suis le père du gars contre qui tu vas être en finale. Il dit pas ça, il a la décence de pas le dire. Je passe derrière Haroun, je suis abattu. Mais je gagne, parce que mon passage est moins perturbé, forcément, que celui d'Haroun. Et je gagne, et donc les Chevaliers du Fiel disaient, le vainqueur est Laurent Barra. Et là,
t'as mon père qui limite monte sur scène, il fait « C'est mon fils !» Je suis, oh là. Et je crois que ça a été le moment le plus gênant de toute ma carrière. Et en même temps, maintenant, je t'en parle avec tendresse parce qu'il y a eu du recul et tout ça. On reçoit Haroun à Europe 1 et Anne Romanoff pose la même question que tu m'as posée à moi, mais à Haroun. Quel est votre moment le plus gênant de la carrière? Et Haroun se retourne vers moi et fait « C'est quand j'ai rencontré le père de Laurent Barra. » Je fais « Pardon ?» Elle lui dit « Pardon ?» Et il raconte cette anecdote-là. Et il avait écrit un bouquin, Haroun, il venait pour la promo de son bouquin. Il m'a offert son bouquin. Il a signé le bouquin pour mon père. Et il a fait voilà, c'était un moment gênant, mais en même temps, c'était un moment cool et tout. Donc voilà, mon père était très fier de cette anecdote. Et ben voilà, on lui rend hommage en clôturant cette émission à ton papa. Merci beaucoup. Merci à toi. Laurent, si vous avez envie d'aller le voir en spectacle, de suivre son actualité, Laurent Barra officiel sur Instagram et puis laurentbarra.com, c'est le site internet où on retrouve toutes tes dates. Et si vous allez sur Instagram, vous le verrez souvent avec Pascal Légitimus, parce qu'il y a des petites vidéos. On fait des vidéos, Momo et Toufik, c'est très drôle. Momo et Toufik. Qui est Momo, qui est Toufik? Et moi, je suis Toufik, je suis le neveu de Momo, on décrypte l'actu, et c'est très drôle, c'est très fin. C'est vrai qu'on pourrait vous penser de la même famille. Bien sûr, je te dis. Merci beaucoup, Laurent. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres confidences sur France TV et sur YouTube. Merci mille fois d'être venu. Merci à toi, merci à toutes tes équipes. Cette émission est extraordinaire, pas que dans le contenu, mais dans l'accueil et dans le décor. Je suis très fier d'avoir fait ton émission. Je suis très fier que tu y aies participé. Merci, Laurent. Merci à toi.